l'occasion de reprendre, puisque si dans la salle il y a des commentaires qui vont surgir. Alors Alexandre a réussi à donner la consistance à cette notion du moi freudien, et Jacques a pu traduire ça en termes de passion de l'image dans la lecture lacanienne. Alors je dis que donner consistance à cette notion du moi, parce que c'est pas facile de donner consistance à ce moi freudien. J'avais parlé au début de guerre civile, et le problème c'est que le moi, il est le représentant de toutes les parties ennemies. Donc il est le représentant de la réalité, il est le représentant du ça, il est le représentant du surmoi, et à tel point qu'il finit par perdre la consistance, il se morcelle un peu, il devient une espèce de signifiant flottant qui devient presque difficile à pouvoir utiliser. Bon, il dit aussi qu'il parle beaucoup de l'idéal et de la formation d'idéal, de l'idéal du moi, et toute une série de synonymes pour parler de cette formation idéale, qui serait aussi une partie du moi. Alors là, ça peut devenir beaucoup plus intéressant, à tel point qu'on a l'impression qu'à certains moments, la formation, cette formation d'idéal prend la vedette du moi. Il occupe une place extrêmement importante. Donc Lacan, lui, il va traduire un peu, il va interpréter ce moi freudien d'une façon très intéressante, parce qu'on pourrait s'attendre qu'il fasse avec le moi ce qu'il a fait avec le mot tri. Critiquer la traduction. Je veux dire, c'est pas l'instinct, c'est la pulsion. Parce qu'il pourrait faire cette critique qui serait facile, puisque ir, c'est le jeu. Le moi, ça serait le mire. Lacan, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approprie de cette mauvaise traduction, disons, du ir, et il le transforme en un deuxième concept. Alors, il dédouble le concept du jeu et le concept du moi, celui qui va devenir le sujet et celui qui va être une espèce de conscience réflexive du sujet. Puisque ce qui est le plus propre du moi freudien, comme vous l'avez dit, c'est ce noyau perception-conscience, qui serait une conscience perceptive, tandis que pour Lacan, ça devient une conscience réflexive, dans la mesure où le sujet, il essaye de créer une image de ce qui n'a pas d'image, qui est le sujet propre. À tel point que Lacan va dire qu'à certains moments, là, dans le séminaire 3, il dit que le moi, c'est la moitié du sujet. Et l'autre moitié, il le place plutôt du côté de l'idéal. Alors, cette formation d'idéal, j'aimerais vous entendre parler encore un peu, tous les deux, de ça. Freud, il décrit un peu comment s'est développée cette formation d'idéal. Bon, il a commencé à parler de ça dans le narcissisme en 1914, il l'a développé dans la psychologie des foules, la psychologie des masses, peu avant ce texte ici. Et ici, il commence à prendre un nouveau ton, un nouveau accent qui va dans la direction du surmoi. Alors, il dit, bon, mes opposants, mes critiques, ils disaient toujours que je parlais de la partie inférieure de l'être humain, de tout ce qui est inférieur de l'être humain, et que je ne parle pas de ce qui est supérieur. Alors, vous voulez que je parle du supérieur, je vais parler. Ce qui est de supérieur chez l'être humain, ce qui est moral, ce qui est le bien, ce qui est le sublime, eh bien, c'est l'idéal du moi. Alors, le problème, c'est que cet idéal du moi,
il se tourne contre le sujet, il commence à reprocher le sujet qui n'est pas assez bien, il commence à être dur, il commence à être, il a toute une série de mots là que j'ai repérés à un certain moment. Il traite le sujet avec dureté, sévérité, rage, violence, cruauté, sadisme. Il devient un tyran. Il devient un tyran qui peut pousser le sujet vers la mort. Alors, lorsqu'on voit tout ce qui est de supérieur dans l'être humain peut faire, on se dit vivement tout ce qui était inférieur, dans le cas d'Ora, avec ses histoires de trahison et de mensonges, c'est quand même plus agréable que ce côté supérieur. Alors, la question que j'aimerais vous poser, Lacan, il parle un peu ici déjà du déchet. Le déchet va devenir une notion très importante chez Lacan, surtout dans la fin de son œuvre. Dans quelle mesure cette notion du déchet pourrait être une espèce d'anti-idéal qui ferait un contrepoint à l'idéal. Tout ça englobé par cette instance critique qui sépare le bien du mal, qui sépare l'idéal du déchet, et que justement dans la clinique, le sujet il peut s'identifier, ou il peut se mettre, ou il peut se superposer soit à l'idéal, dans un moment paranoïaque, ou dans un moment maniaque, ou soit au déchet, dans le cadre de la politique. Ou est-ce que le déchet, finalement, il extrapole cette instance critique? Alors, je ne sais pas si vous voulez déjà reprendre la parole ou si vous voulez... aussi une petite question. En fait, par rapport à... Moi, je trouvais ça tout à fait passionnant et très éclairant sur la manière de poser des questions. Je voulais relever, en tout cas, d'exposer Alexandre Vasquez, quand vous parlez effectivement des instances, en fait, la bagarre des instances, comme dit la querelle des instances. En fait, cette notion qu'il s'agit d'une logique. En fait, ce que dit Freud, à un moment, il parle d'un lieu psychique. Et Lacan va en faire, effectivement, une topologie. Alors, moi, j'aimerais bien vous avoir un tout petit peu développé là-dessus. Je trouve vraiment très important. Et l'autre question, c'est la question qu'a soulevée Jacques Bory par rapport au traitement de la psychose par Lacan. C'est vrai que Lacan fait sa thèse, d'abord, sur la psychose. On dit que Lacan arrive à la psychanalyse par la psychose, alors que Freud, c'est par la névrose. Et il y a ce moment, en fait, que va citer. Ouais, d'abord, bon, c'est vrai que là, cette année, on va fêter les 30 ans en fait, de la mort de Lacan. Et est-ce que cette question de la psychose et du traitement de la psychose, c'est vraiment ce que Lacan a trouvé, a pu en fait s'arranger pour que les fous ne soient plus à l'asile, d'une certaine manière. Il a écouté les psychologues. Et je me posais la question de cette idée, en fait, de l'historisation. En fait, dans la psychose, il n'y a pas d'historisation. Et le fait qu'il y ait cette... En fait, il n'y a pas de fantasme, il n'y a pas de possibilité de fantasme. Alors, en même temps, je trouvais qu'il y avait deux phrases à mettre en rapport que je trouvais passionnantes. En fait, il dit, dans ce séminaire, il dit « n'est pas fou qui veut ». Et aujourd'hui, on dit, Jacques-Alain Miller dit « tout le monde délire ». Alors, ce paradoxe, en fait, de cette paranoïa et la cure paranoïa dirigée, on est tous fous, on ne déclenche pas. J'aimerais juste vous entendre un peu plus sur les cas cliniques, parce que c'est vrai que... Lacan peut poser une question ou oui. on peut aller à vous voulez déjà répondre? Bien cette eau.
Non, mais bavardons, je trouve que c'est bien aussi. On ne va pas répondre systématiquement à toutes les questions. Passons aux questions de la salle. Seul m'intéresse ce qui n'est pas à moi. Voilà la loi de l'homme, loi de l'anthropophage. Voilà, ça c'est une phrase du manifeste anthropophage fait par Oswald Andrade en 1928 dans la semaine, enfin après le mouvement moderniste du Brésil. Et cette phrase, il la date à l'année 374 de la dévoration de l'évêque Sardine, les Sardines en français. Bien sûr, son bateau a échoué, c'est le premier évêque envoyé par les Portugais au Brésil. Et son bateau a fait naufrage et les Indiens l'ont trouvé, l'a fait objet d'un propagande. Alors, Lacan fait un commentaire dans le séminaire 3 de l'éthique, dans la troisième leçon. Il y a l'autre et la psychose, l'autre mais avec grand A. Le sujet humain désirant se constitue autour d'un centre qui est l'autre entrant qui lui donne son unité, l'unité du mal, je pense. Et le premier abord qu'il a de l'objet, c'est en tant qu'objet du désir de l'autre. C'est là défini à l'intérieur du rapport de la parole quelque chose qui provient d'une autre origine. Une altérité primitive est incluse dans l'objet en tant qu'il est primitivement objet de rivalité, de concurrence. On va parler. Il n'intéresse qu'en tant qu'objet du désir de l'autre. C'est ce qu'il dit Lacan qui m'a fait penser à cette phrase seul m'intéresse ce qui n'est pas à moi. Mais la question qui pose Lacan dans le séminaire suivant, dans le séminaire 4, que nous avons abordé avec Michael Sarali la narcissisme de la relation d'objet, c'est une question qui pose Lacan, mais qui après il dit expliquer, mais que je n'ai pas suivi son explication, c'est qu'est-ce qui permet de savoir si la notion moi non moi, donc c'est quelque chose de très basique, entre d'abord par l'image de l'autre ou par ce qui est possédable. Voilà cette question qui pose Lacan dans le séminaire 4, dont je trouve que ça me laisse un peu perplexe. C'est par l'image ou par ce qui est possédable dans le sens de Mélanie Klein, l'objet introjecté. Alors on réintroduit l'objet face à Lacan. Est-ce que tu peux prendre la parole avec ça? Oui, je veux. Donc disons, oui, moi, non, moi. D'abord, seul m'intéresse ce qui n'est pas à moi. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est vrai, remarquez, c'est souvent vrai. Mais est-ce que c'est vrai si on ne le complète pas? Est-ce qu'on est vraiment intéressé par des choses qui ne sont pas à soi s'il n'y en a pas au moins un autre qui désire la même chose? Et donc, est-ce que cette phrase que je trouve intéressante que vous amenez, qui n'est pas... C'est une phrase d'un mouvement littéraire. Non, j'entends bien, Il a été traduit par Paul Siquier, notre collègue. Très bien, non, mais c'est une phrase qui donne un mouvement littéraire qui a toute sa valeur. Au fond, je me dis, du point de vue psychanalytique, on est tenté de la prolonger en disant, et alors j'y adhère tout à fait, seul m'intéresse ce qui n'est pas à moi et qu'un autre désire. Parce qu'au fond, la constitution du désir, c'est ça. Et là, on voit la constitution dans cette phrase, à condition de la compléter un peu. On voit la constitution du désir par le désir de l'autre et par l'objet de l'autre. L'objet perdu, radicalement perdu depuis toujours, le sein, etc. Cet objet perdu, je vais le chercher, il n'est pas trouvable. Mais à la place, je substitue les objets de l'autre. Les objets que l'autre désire. Et donc, alors, sur la question du moi, non, moi, ça n'est pas l'image qui distingue, semble-t-il, puisqu'au contraire, l'image fait que moi, je suis l'autre. N'est-ce pas? Le moi, comment se constitue le moi? C'est d'ailleurs présent, une petite touche, je ne retrouverai pas en 2 secondes, mais une petite phrase chez Lacan, chez Freud, pardon, qui m'a fait penser au stade du miroir. Mais le stade du miroir, c'est quand même que je ne constitue mon moi
que dès lors, que sur l'image de l'autre, pour peu que j'y retrouve une part de mes objets, dit Lacan dans un texte que j'ai commenté récemment. Alors, je crois que c'est la question préliminaire. Mais donc, la question de l'objet y est présente. Mais la constitution du moi, c'est quand même l'autre. Et la preuve, c'est qu'après tout, on prend toujours l'autre pour soi. On se comprend. Ça veut dire que vraiment, on croit que l'autre pense comme soi. C'est la première réaction universelle devant tout événement qui se passe, quasi. Et donc c'est à ça que Lacan dit, il ne faut pas comprendre trop vite. De la distinction moi-non-moi ne me semble pas venir de l'image. Au contraire, l'image peut-être propose la confusion moi-non-moi, de l'autre et de moi, qui fait justement tout le côté des méconnaissances où on reste, en pensant qu'on sait que l'autre est autre, alors que, en pensant qu'on sait ce que pense l'autre, alors qu'en fait c'est juste ce qu'on pense soi. Est-ce que c'est dans les psychoses ou dans une présentation de malade où j'ai lu justement où Lacan dit méfiez-vous du patient qui vient et qui vous dit vous comprenez. Vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. Là, il vaut mieux répondre pas du tout. Voilà. Précisez-moi ça. On fait ce qu'on comprend, on n'y est pas, justement. Ah, ça, et l'accès à l'autre, il est voilé, comme l'a appelé Jacques, il est voilé soit par le fantasme, soit par le désir. Alors cette phrase aussi devrait être interprétée selon les structures. Je vais juste terminer là-dessus. Par contre, il me semble que sur la question de la distinction moi-non-moi, quelque chose se constitue beaucoup plus, de façon fondamentale pour le sujet, sur le côté « c'est à moi ». Non, parce qu'il est possédable. Par le possédable, peut-être plus, oui. Par le jugement d'attribution. L'attribution. Le jugement d'attribution, oui, le « c'est à moi » ne relève pas nécessairement de l'objet possédable. Là, je renvoie au texte sur le jugement d'attribution, le jugement d'existence. Je peux dire un mot? Je ne vais pas répondre à la question de Marlène Bellidos sur le traitement de la psychose, parce qu'évidemment, je pense que ce que Lacan a apporté là-dessus est essentiel, mais vraiment pour répondre à ça, il faudrait des heures, hein, c'est complexe. Notant que l'article auquel on a fait référence, question préliminaire à tout traitement possible. Ce n'est pas centré sur le traitement, c'est concentré sur à quelles conditions le traitement serait possible. D'où l'intérêt, parce qu'à l'époque, on s'intéressait au traitement de la psychose, justement, sous la forme de substituts maternels. On avait l'idée que c'était les mères, les pères étaient absents, les mères étaient coupables, donc il fallait trouver des bonnes mères à la place des mauvaises mères, et c'est ce qui s'est développé pas mal à une époque, avant que Lacan intervienne, pour dire que la question est dans la langue elle-même. Ce n'est pas une question du personnage paternel ou maternel. Bon, ça c'est simplement l'apport de Lacan au traitement de la psychose, ça mériterait 15 conférences. Hein. Donc, on ne va pas y répondre là-dessus. Mais je voudrais juste rebondir sur la question du déchet de l'idéal. Ça me semble très important. Parce que, d'ailleurs, dans le texte de Freud, il y a un petit truc là-dessus. Quand il dit « les représentations de mots sont des restes mnésiques ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la construction de l'inconscient se fait à partir des déchets de la langue. Les parents ont parlé, on a parlé autour de nous avant qu'on naisse, on a parlé autour de nous, on est tombé dans un bain de langage, eh bien il y a des restes. Pourquoi est-ce qu'on se souvient de telle phrase plutôt que de telle autre, de tel mot isolé plutôt que d'un autre? Eh bien le sujet va construire l'inconscient à partir de ces restes. C'est en quelque sorte ces débris, ces déchets de la langue elle-même. L'inconscient, c'est une construction, une élucubration, dirait Lacan, sur les déchets, sur les restes. Et Lacan le reprend d'ailleurs dans un des textes les plus difficiles, son dernier enseignement, qui est l'étourdi, où il commence à dire que la psychanalyse part des miettes. Des miettes, c'est-à-dire des petits bouts. On a mangé et il reste des reliefs du repas. On a parlé, on a aimé,
Et de tout ça, il y a des débris, et les sujets, c'est ceux qui se nourrissent des restes de l'autre. Et avec ça, ils construisent par l'inconscient du sens, des explications, des interprétations, etc. Je crois que c'est important. Freud dit dans le texte, les représentations de mots sont construites comme à partir des restes mimétiques. Ils sont descendants de l'acoustique, dit-il. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait eu qu'on ait parlé. Je ne dis pas qu'on a compris ce que ça veut dire, hein, on ait parlé. C'est-à-dire qu'il y a eu des mots, et pourquoi est-ce qu'on va choisir dans sa vie d'isoler tel mot que ma mère m'a dit tel jour, plutôt qu'un autre? Ça, c'est le sujet. Qui extrait des débris de la langue vivante, c'est-à-dire qui a été parlé par des sujets vivants, passionnés, aimants, désirants, et qui, avec ces restes-là, bricole son propre inconscient. Je crois que ça va contre l'idéal, parce que justement, ça fait donner comme base au sujet, non pas ce qui est déjà dans l'autre comme idéal, mais comme reste. C'est pas du tout la même chose. Et je crois que c'est, au fond, Lacan ira jusqu'à dire qu'au fond, c'est le psychanalyste lui-même qui doit se penser comme un déchet pour pouvoir traiter ça. Bon, ça nécessiterait quelques explications supplémentaires, mais je trouve que ça me fait penser, c'est pas sans lien avec le texte même de Freud, il me semble. Il insiste sur cette question des restes, des choses vues ou entendues. Le fantasme aussi se construit bien, on voit bien avec le Rouleau par exemple, comment le fantasme s'est construit à partir d'une scène supposée avoir été vue, la position de la bonne, enfin tous ces trucs, et construire son mode de jouir à partir d'un détail absolument trivial. Et c'est ça qui nous intéresse en psychanalyse, c'est comment on accommode les restes. Oui, c'est de la cuisine élaborée, mais c'est un peu ça. Bonne. Oui, si on peut. Et je trouve que c'est à quoi me faisait penser la déposition des déchets de l'idéal. Il parlait aussi du fait que l'idéal parle et que l'idéal peut parler sous forme aussi d'hallucination. Bien sûr, ça peut aussi revenir. C'est cette forme. Mais moi, j'insisterai plutôt sur ce qu'a dit Alexandre, c'est-à-dire que lorsque les voix s'imposent aux psychotiques, c'est quand même le surmoi comme trognon de la parole. C'est un terme qu'utilise Lacan d'ailleurs, pratiquement tout à l'heure, l'enfant ou nous. Un surmoi primaire qui n'est pas construit sur le modèle du nom du père, justement, qui est secondaire à ça, qui suppose une incorporation primaire d'un vouloir dire, vouloir jouir, d'un pur vouloir. Et je crois que c'est très différent. Le surmoi, ça se réduit au tu dois. Alors, à l'époque où on avait des interdits, c'était tu dois pas te masturber, tu dois être sage, enfin tous les interdits que la société a transmis. Maintenant, où on ne sait plus où ils sont, puisque tout est permis, croit-on, au sujet moderne, qu'est-ce qui reste? Ben, ce qu'on nous dit tous les jours, c'est qu'il faut jouir. Et c'est plus interdit, c'est obligatoire. Mais ça ne s'est pas amélioré quand même.